Madame, Messieurs, bienvenue. Nous sommes en direct donc et vous nous suivez vraiment de partout. Vous êtes au Congo central, dans l'ensemble de la République, où vous êtes en train de suivre en ce moment qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République, dans l'Est de notre pays. Vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Nous allons essayer de vous en dire plus, mais nous allons parler du côté diplomatique et des enjeux, vraiment enjeux de l'heure, tout ce qui se passe réellement, parce que ici c'est bien évidemment vraie version, et donc vraie version, nous avons le rôle de vous donner la vraie version de la chose. Vous êtes nombreux à nous suivre, comme on le disait. Vous voulez savoir et connaître l'actualité. Nous allons et nous avions essayé, depuis le début de cette histoire, de vous montrer l'avantage de la patrie organisée, l'avantage de la démocratie et l'avantage de ne pas faire apologie aux gens qui pensent que c'est un intérêt de donner les pays aux personnes qui... des choses que vous voyez là, la conséquence, c'est de faire régresser les pays. Nous ne voulons pas de ces choses-là. Voilà pourquoi nous sommes là également pour non seulement faire la mise au point, mais essayer de montrer les bons côtés et la position que les patriotes doivent avoir en ce moment. J'ai l'honneur et le plaisir, ça faisait quand même longtemps qu'on l'a cherché, on l'a vraiment cherché parce que nous avions dit que 2025, c'est l'année où nous puisons des invités qui poussent des réflexions un peu plus profondes dans le but dans les buts vraiment de donner... nous sommes en direct déjà, dans le but de donner... comprenez, c'est les aléas du direct, dans le but de donner... les bonnes analyses, mais des informations aussi précises. Donc, vous le voyez, bien sûr, il s'agit de Henri Mutombo. Henri Mutombo, il est analyste politique pour l'instant. On les présente ainsi, mais il a fait parcours. C'était vraiment un proche de Martin Fayoulou, de Félix-Antoine Tshisekedi d'abord, mais de Fayoulou, là où je le connais beaucoup plus bien. Mais après, il a été à l'Union Sacrée, notamment avec Guy Luando. Nous allons parler de son histoire au début, là, savoir pourquoi est-ce qu'il s'est désolidarisé de toutes ces personnalités et il est où maintenant. Ensuite, nous allons entrer dans l'actualité. Henri Mutombo, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de cette invitation. Bon, je ne m'attendais pas à cette présentation, oui. Mais écoutez, on n'enlève jamais, on peut enlever le cheveu blanc, mais oui. On coupe jamais la tête. Justement. Ou la peau. Le parcours d'un acteur politique, on peut en parler, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important, c'est de parler de la République, oui. Notre pays qui traverse un moment très difficile, et aussi au regard de notre marche vers notre liberté profonde, notre marche vers notre développement, notre marche évidemment vers la reconquête de notre territoire. Très bien. Parce que c'est important de le dire, le parcours tel que vous l'avez présenté, je disais que c'est normal, oui. À un moment donné, d'avoir été avec ces leaders politiques, et il y en a d'autres qui avaient fait appel à moi par rapport à mon expertise, et je suis avec le chef de l'État. Okay. C'est le plus important. Je suis de l'Union Sacrée. Les gens qui me suivent savent que au-delà d'être acteur politique, oui. Scientifiquement, Henri Mutombo, c'est un chercheur en fiscalité, okay. Et en géostratégie, et c'est un écrivain. Justement. Donc voilà. C'est très bien. Alors, nous avions parlé de l'histoire parce que je vous ai présenté comme une ressource ou une source un peu plus crédible par rapport à ce que vous avez fait dans l'histoire.
Et puis, il est aussi important, dans la première partie de l'émission, de pouvoir savoir les cursus ou les parcours de nos invités. Et c'est beaucoup plus important. Alors, la première question, puisque la question essentielle nous pousse à parler actualité, mais la première question, vous êtes avec Félix Tshisekedi, vous étiez avec Guy Luando. Pourquoi vous n'êtes plus avec Guy Luando? Vous serez fixé au moment opportun. Comme j'ai dit tout à l'heure, un acteur politique a un parcours et il est arrivé un moment où, après que j'ai été appelé pour apporter mon expertise et mes compétences politiques, oui. Il était temps pour moi effectivement de construire autrement ma route, oui. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Au moment opportun, vous serez fixé. Vous êtes indépendant maintenant? Je suis de la famille politique du chef de l'État. De l'UDPS? Non, je ne suis pas de l'UDPS. Je suis un acteur politique, oui. Attaché à la vision du président de la République. L'Union sacrée? Je suis de l'Union sacrée, oui. Effectivement. Dans l'Union sacrée, il y a des personnalités politiques. Donc, vous êtes comme personnalité politique? Je suis Parce que nous voulons vous situer, en fait. Vous êtes indépendant, vous soutenez Tshisekedi, je suis un acteur politique connu dans ce pays, oui. Dans cette ville de Kinshasa. Oui. Ceux qui sont dans la sphère politique connaissent mon combat, connaissent mon attachement. Je vais même aller plus loin pour révéler d'autres choses. Tous les textes qui sortaient à l'opposition, du reste, la personne qui écrivait ces français-là, il est là en face de nous. Oui, moi je connais. Donc quand vous voyez un mémo venant de l'opposition, rassemblement de l'opposition, dynamique Etienne Tshisekedi et tout. Lui dynamique de l'opposition. Voilà, dynamique de l'opposition. C'est lui qui écrivait ces choses, c'est vous. Mais on savait du reste que vous étiez d'abord à l'ECD. Vous avez quitté l'ECD pour être avec Guy Luando, c'est vrai. Nos partis politiques, nous connaissons comment ça se passe. Mais nous voulons savoir. Vous m'avez dit qu'on le saura au moment opportun. Mais vous êtes où maintenant? Je suis patriote. C'est le plus important. Oui. Et je crois que nous devons parler de la République plutôt que des individus. Parce que la République a plus besoin des patriotes, a plus besoin des réflexions, des pensées qui puissent la construire plutôt que des individus. Donc j'ai dit, à un moment donné, j'ai été sollicité pour apporter mon expertise, ouais. De sorte que voilà, les mouvements politiques qui venaient de naître puissent bénéficier de mon expertise et de mes compétences. Et cela a été fait. Donc il était temps maintenant de poursuivre mon chemin autrement. Donc l'essentiel pour moi, c'est que doivent retenir les Congolais, c'est que Henri Mutombo, acteur politique, écrivain, chercheur en géostratégie et en fiscalité, et qui est aux côtés du chef de l'État, qui accompagne et qui combat à ses côtés, parce qu'en ce moment-ci, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ne parlent pas, ceux qui bénéficient même, je crois qu'on va en parler, ceux qui bénéficient des moyens de l'État, des privilèges de l'État, on voit, ils sont taiseux, ils sont taciturnes, mais nous mobilisons le peuple congolais, nous parlons aux Congolais des difficultés que nous rencontrons et de comment se tenir et relayer le message du chef de l'État, parce que c'est ça la mission. Quand on est patriote, quand on est un but de la République, hein, c'est ce que je dis depuis un moment donné, je suis un but de la République, ce qui m'anime, c'est effectivement cette orientation que nous donnons à notre peuple, et c'est également cet appui que nous portons à la République et à celui qui la conduit. Très bien. Comment on peut aujourd'hui définir les partis politiques? Est-ce que pour un jeune qui veut émerger dans un parti politique, Henri Mutombo, avec toute cette expertise, vous le conseillez quoi? Est-ce qu'il faudrait suivre votre voie, essayer d'évoluer en indépendant, ou encore adhérer à un parti politique? Si un parti politique, lesquels? Ou soit vous pouvez nous promettre aujourd'hui que vous êtes dans les plans ou dans l'organisation de créer un parti politique permettant aux autres. Je pose cette question parce que plusieurs jeunes passent ici, pleurnichent au nom de ces présidents de partis politiques. Hein. Ils ne savent pas évoluer, ils ne savent même pas émettre leurs idées. Qu'est-ce que vous y pensez par rapport à nos partis politiques, qu'ils soient opposition ou majorité? D'abord,
la politique, on ne la fait pas par complaisance. La politique, il faut avoir la mission. Si vous parlez avec ceux qui m'ont vu grandir, ils vous diront que j'avais 14, 15, 16 ans par là, je parlais politique. Ceux qui ont étudié avec moi, que ce soit ici ou ailleurs, vous diront que à la fac, Henri Mutombo, c'était un activiste politique. Il parlait politique. Pour moi, la politique, c'est une passion. La passion, pourquoi? Parce que je rêve d'apporter quelque chose à l'édifice. Donc, c'est-à-dire, je rêve de participer à l'accomplissement de la vocation, de la grandeur de mon pays. C'est pour ça que je fais la politique. Alors, il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a qui pensent que pour faire la politique, il faut regarder ceux qui nous ont précédés. Donc voilà, les privilèges que donne la politique. De nombreuses jeunes, de nombreuses personnes sont attirées par la politique parce qu'ils pensent que c'est là-bas qu'il y a effectivement la possibilité de s'enrichir ou de se faire de l'argent, avoir les femmes, avoir les maisons, avoir les voyages. Pouvoirs, être bourgeois. Quand on fait la politique, on ne la fait pas pour s'enrichir. Si on veut s'enrichir, il faut aller dans les affaires. Quand la politique, c'est l'apostolat, la politique, c'est l'imaginaire, c'est l'imagination, j'allais dire, c'est la conception, c'est la stratégie pour pouvoir faire développer sa nation. Parce qu'il faut connaître le pays pour lequel on s'engage dans le combat politique. Il faut connaître son histoire, il faut connaître sa vocation, il faut connaître son futur, il faut connaître son passé. Et c'est en connaissant effectivement le pays pour lequel on s'engage dans un combat politique, et c'est en ce moment-là, avec détermination, sincérité, intégrité, que l'on peut, bien entendu, parvenir à apporter quelque chose de nouveau. Et je crois qu'avec votre approbation, c'est ce que nous faisons personnellement depuis plus de 15 ans maintenant dans ce combat politique, et les gens savent effectivement dans quoi est-ce que nous sommes engagés. Nous ne sommes pas engagés dans la démagogie, nous ne sommes pas engagés dans la recherche du gain facile. Nous sommes engagés, bien entendu, en politique. Nous sommes engagés effectivement dans ce combat pour que demain la RDC soit une nation respectée, pour que demain la RDC soit une nation respectée, une nation qui est digne effectivement de sa grandeur. Très bien. C'est ça le combat, parce que je vais finir en disant que un homme politique ou un homme d'État n'accomplit pas son destin. Un homme d'État accomplit le destin de la République. C'est en accomplissant le destin de la République que son propre destin s'accomplit. C'est comme ça. Et c'est comment dire, cette passion qui nous anime et qui nous pousse à parler de la République à temps et à contre-temps, et à chaque moment que l'occasion se présente. Très bien. Mais nous retenons quoi dans ça? Vous êtes en train de créer... Non, je viens de dire, vous êtes journaliste. Vous allez créer? Je viens de dire, vous êtes journaliste. Au moment opportun, je vous convoquerai. Il va y avoir certainement, il y aura certainement une conférence de presse. Didier Samuel Kaninda sera parmi ceux qui seront certainement appelés à couvrir une activité politique, et l'opinion sera fixée. Mais ce qu'il y a à retenir, le plus important, ce n'est pas appartenir dans un parti politique. Mais comment vous allez le faire? J'arrive. Parce que aujourd'hui, il y a des partis qui n'existent que parce que des mallettes, des partis mallettes. Vous posez la question au président ou au secrétaire général ou à certains membres du parti, ils seront incapables de vous dire c'est quoi leur vision, c'est quoi le projet de société, c'est quoi leur combat. Est-ce qu'ils sont là juste parce qu'il faut être dans une famille politique pour espérer partager le pouvoir afin de bénéficier des privilèges du pouvoir? Non. Quand on est un acteur ou un acteur politique, quand on est dans un parti politique, c'est pour un objectif. C'est celui, effectivement, de la transformation de la République. C'est celui, effectivement, de la défense de l'intégrité territoriale. C'est celui, bien entendu, de la grandeur
de son pays. Très bien. Parce vous faites ces missions-là. Mais c'est à vous de défendre. Mais nous ne pouvons pas malheureusement vous situer parce que il faut poser la question. Vous évoluez en électron libre. Non, je suis porte-parole d'un grand parti. C'est comme ça que nous voulons savoir pourquoi vous avez décidé de quitter ces partis. Aujourd'hui, je suis venu pour parler de la République. Pour parler de vous. Bon, voilà, c'est la première partie de l'émission. Je vous le concède quand même. Mais on voulait quand même en savoir plus. Je suis venu parler de la République. Justement. Je ne suis pas venu parler de partis politiques. Parce que ça, ce sont des polémiques inutiles. Voilà. J'ai entendu quelqu'un parler de wengénisation de la politique. Oui. Moi, Henri Mutombo, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui est trempé. Moi, je suis imbu de la République. Je suis imbu de ce pays. Et donc, quand on me reçoit, je ne parlerai que de la RDC. Je ne peux pas parler des hommes, parce que les hommes, ils sont ce qu'ils sont. Moi, je ne parle que de mon pays. C'est le plus important. Donc, ce que le Quinois, les Congolais de manière générale qui suivent votre chaîne, doivent retenir, c'est que Henri Mutombo est serviteur du peuple. Il est serviteur de sa nation. Avant de venir ici, j'étais à une autre chaîne. Le pays est en train de traverser un moment très difficile. Le pays est à la croisée de chemin. Nous sommes au bord du précipice. Et je crois que s'il y a une occasion qui nous est donnée de parler, nous devons parler de la République. Très bien. Et non des individus qui parfois sont ce qu'ils sont, qui parfois sont... je vais dire... versatile et qui change à tout moment. Très bien. Oui, nous savons, les politiques sont... Ils peuvent dire oui et non le soir. Qui ont des agendas qui leur sont effectivement propres. Très bien. Vous soutenez Félix Tshisekedi en quoi faisant exactement, vous êtes dans sa plateforme, ça on peut comprendre, c'est comme ça que nous voulons savoir. Mais effectivement, maintenant nous devons parler de cette question de la guerre de l'Est. Quel est votre tableau, la première question, les tableaux que vous faites ou l'analyse générale que Henri Mutombo fait par rapport à cette question de l'Est, de cette guerre de l'Est. Mais la question de la responsabilité, je dois poser cette question-là parce que nous sommes journalistes, nous regardons un peu plus que les politiques et la population. La question de la responsabilité, est-ce que vous qui soutenez Félix Tshisekedi, vous soutenez le pouvoir, est-ce que vous prenez en réelle responsabilité cette question de la guerre à l'Est? Ce n'est pas un acteur politique qui n'est pas dans les institutions qui doit prendre cette responsabilité. La responsabilité incombe à ceux qui ont reçu la mission, qui ont reçu le mandat d'agir au nom et pour le compte de la République, les gens qui gèrent la République au quotidien. Nous sommes, vous parlez d'Henri Mutombo, je suis celui par mes idées, parce que quand nous passons dans vos médias, oui, il y a des idées que nous donnons qui parfois servent également d'exécution, si vous voulez, d'idées à ceux qui gèrent la République. Et je crois que là où nous en sommes arrivés aujourd'hui, il faut fixer l'opinion que c'est une guerre d'agression qui a été lancée depuis 30 ans maintenant. On sait tous que c'est une planification qui remonte même avant notre arrivée sur Terre. Parce que la RDC... selon, ou si vous voulez, aux yeux de ceux qui ont partitionné l'Afrique, oui, la RDC, c'est un marché international. Oui. La RDC, c'est un pays où on doit venir puiser tout pour le bien-être de peuples lointains au détriment du peuple de la RDC. Oui. Donc, le droit réservé au peuple de s'autodéterminer, ce droit-là, on veut nous le priver. Et c'est comme ça qu'il y avait une planification selon laquelle Mobutu devait être chassé du pouvoir, parce qu'il avait déjà été affaibli, devait être chassé du pouvoir, et que Kabila Laurent
devait être utilisé pour pouvoir congoliser cette rébellion, rappelez-vous, de AFDEL, mais c'est le Rwanda et l'Ouganda qui étaient véritablement les pions, les chevaux de Troie, pour pouvoir affaiblir et neutraliser la RDC. Et donc c'est comme ça que l'invasion congolaise a débuté. Donc il y a des livres qui parlent de ça. Pierre Péan a écrit, Charles Nana, l'Holocauste de la RDC. Voilà, donc tous ces livres, il faut que les Congolais lisent pour apprendre les informations, pour être au courant de ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore dans leur pays. Donc cette invasion de la RDC par le Rwanda était une planification de l'Occident. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Rwanda est la tête de pont de l'Occident pour pouvoir piller, démembrer et neutraliser la RDC. Et Dieu merci, c'est par notre sentiment de vivre ensemble, hein, ça c'est l'héritage que nous devons reconnaître à Mobutu, l'unité nationale, Tata Bomoko, Mama Bomoko, Ekolo Bomoko. Ekolo Bomoko, ce qui a fait que, par exemple, Henri Mutombo parle toutes les 4 langues nationales, parce que avec les parents, nous avons été sur toute l'étendue du territoire national en mutation, où il n'y avait pas un Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala. On grandissait tous voilà, on était ensemble, tous hein, un peuple, on était tous frères. Et c'est ce sentiment, c'est ce, ce sentiment nationaliste ancré en nous qui fait que la RDC a subsisté, j'allais dire, à toutes les guerres d'agression et qui continue à lutter encore aujourd'hui, de se battre pour que le pays ne soit pas démembré. Donc, il faut aussi dire aux Congolais que l'idée, ou si vous voulez, l'objectif principal de cette guerre d'agression que nous subissons, c'est une guerre économique. Il faut dire aux Congolais... Donc ce n'est pas une guerre de balkanisation. Non, mais oui, mais la balkanisation, effectivement, donc ça veut dire qu'on veut balkaniser votre pays, vous arrachez le Kivu, parce que le Kivu, c'est l'une des provinces où il y a beaucoup de minerais. Il y a le coltan là-bas, il y a les 3T de l'autre côté, et c'est des matières, des minerais importants pour les nouvelles technologies et dans la construction des téléphones, fabrication de téléphones, des avions, de certains appareils et tout ça. Des voitures en batterie. Voilà, tous les polychlores, ainsi de suite. Donc, il y a cette velléité expansionniste, cette mission confiée à Kagame pour pouvoir neutraliser la RDC, balkaniser le Congo, pour que cette partie devienne un micro-État où l'on viendra puiser les matières premières, les minéraux, à souhait, à satiété, comme on l'entend. Mais Dieu merci, le Congolais a toujours été vigilant, debout, pour pouvoir combattre cette velléité expansionniste de la RDC. N'eût été cela, le pays serait déjà démembré. Très bien. Alors, nous avions suivi ce qui s'est passé. En tout cas, il y a beaucoup à faire pour essayer de gagner cette guerre où on est convoité. Parce que quand on lit, quand on regarde tout ça, c'est pratiquement tout le monde qui sont contre nous. Vous avez suivi les discours du chef de l'État. D'abord, quel état des lieux vous faites par rapport à cela? Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de cette impasse? Ce que nous devons faire, c'est nous lever, nous débarrasser du clivage. Quand vous parlez de nous, c'est... Tous les Congolais. Parce que là, il ne s'agit pas de Tshisekedi. Il s'agit de la République démocratique du Congo, notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si on vous arrache votre pays, vous ne serez plus ce peuple que Lumumba avait souhaité de tous ses voeux, avait appelé de tous ses voeux de rester unis. Donc aujourd'hui, cette affaire n'est pas celle de Tshisekedi, c'est le problème de la RDC. Donc, parce que quand on tue à l'est de la République, les militaires qui meurent au front, nos frères et sœurs qui meurent au front, font partie de nous. Donc on ne peut pas nous arracher un membre de notre corps, qui est la République démocratique du Congo. Donc le discours du chef de l'État a consisté tout simplement à nous demander de rester unis. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un père de famille qui convoque une réunion de famille pour dire nous avons des voisins qui sont entrés chez nous
pour nous tuer, pour nous abattre. Alors nous devons oublier nos querelles, nous devons oublier nos divisions, nous devons tous regarder dans la même direction, bouter loin de nos frontières cet ennemi commun, quitte à ce que, après cette victoire, que nous puissions nous regarder en face pour nous dire qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que nous pouvons améliorer nos relations entre frères, comment est-ce que nous pouvons faire avancer notre société. Mais pour l'instant, on doit faire comme Chiang Kai-shek, qui était un farouche opposant à Mao Tse-tung. Quand le Japon avait envahi la Chine, comment Kai-shek, j'allais dire, avait laissé tomber cette opposition qu'il faisait à Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek avait laissé tomber cette opposition qu'il faisait à Mao Tse-tung pour pouvoir se mettre à ses côtés et lutter ensemble pour bouter, mettre hors d'état de nuire l'invasion japonaise. Donc je crois que le monde nous a servi également d'exemple. Nous devons suivre cet exemple-là, bien entendu, pour sauver la patrie. Très bien. Nous allons parler de la question de la diplomatie. En expliquant, vous avez dit que c'est vraiment le monde qui est contre nous, c'est-à-dire le Rwanda. C'est vrai, on parlerait du Rwanda, mais derrière, il y a les Français, il y a beaucoup de gens que vous citez ici. Est-ce que vous pensez que cette voie diplomatique est une bonne voie? Écoutez, la diplomatie a son rôle. Oui. Le front militaire joue son rôle. Oui. Le front médiatique joue également son rôle. Et tant d'autres. On ne peut pas négliger la diplomatie. C'est pour cette raison que vous avez entendu dans le discours du chef de l'État hier, il a dit qu'une riposte vigoureuse est mise en place, pour pouvoir contrer l'avancée de M23 et ses parrains. Et dans le même discours, le chef de l'État a parlé du processus de Luanda. Donc ça veut dire en même temps que nous sommes sur le front militaire, en même temps, nous devons rester sur le front diplomatique. Ça a toujours été comme ça, depuis la nuit des temps. Parce que même quand vous lisez la Bible, vous verrez que Israël, dans sa marche vers Canaan, quand ils arrivaient à certains territoires, après avoir fait la guerre, ils parlaient toujours avec les rois qu'ils avaient conquis. Donc c'est comme ça que ça se passe. Même la guerre de l'Ukraine contre la Russie, il y a un volet militaire, il y a aussi un autre qui est le volet diplomatique. Donc les deux vont de pair, les deux marchent de pair. Il n'y a aucun, comment dire, il y a rien à négliger. Donc de la même manière qu'on fait, on fait la guerre, parce qu'il faut le dire, de la même manière également, on continue effectivement de mener les actions diplomatiques. Par ces mots, je voudrais présenter, si vous voulez, rendre des hommages très prononcés, aussi bien au président de la République qu'à sa ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaikwamba, Thérèse. Donc on voit comment cette femme déploie sa bravoure, déploie son intelligence, son expertise pour pouvoir effectivement montrer à la face du monde que le Rwanda est notre agresseur, parce qu'avant, le Rwanda disait que c'était un problème congolo-congolais, mais aujourd'hui, à la face du monde, tout le monde a vu que le Rwanda, c'est ce pays qui fournit les matériels au M23, aux terroristes du M23, qui agressent la RDC. Il y a des pays qui s'abstenaient à citer nommément le Rwanda, aujourd'hui le font. Il y a le président Lourenço qui a cité nommément le Rwanda hier dans son communiqué. Il y a l'Angleterre qui a pointé du doigt le Rwanda comme étant agresseur, comme étant cette armée qui a envahi la RDC. Il y a même l'Allemagne qui a suspendu l'entretien, le dialogue qu'il devait avoir pour un appui budgétaire au Rwanda. Donc, cette diplomatie de la RDC, qu'on a appelée diplomatie agissante, fait réellement le boulot qu'il faut. Parce que, regardez, notre ministre des Affaires étrangères a réussi à mobiliser la communauté internationale pour un sommet extraordinaire
le 26 et le 28. Et c'est quelque chose à féliciter. Et bien que nous condamnons l'attitude ou l'inaction de cette communauté internationale qui se contente des déclarations, oui. Mais vous voyez que les lignes sont en train de bouger. Si vous voyez Kagame en train de gesticuler, oui. En train de s'agiter comme le diable dans le bénitier, c'est parce que je crois, j'ose espérer, qu'en ce moment-ci, il est menacé. Il est voilà. Il est acculé de partout. Mais cette question, il est acculé de partout. Mais cette question, je dois la poser. Hein. Oui, c'est vrai que vous dites qu'il est acculé de partout, mais derrière lui, comme vous avez dit dans votre introduction, qu'il y a plusieurs pays, le monde a besoin de nos richesses. Et comme ils ont besoin de nos richesses, ils ne doivent soutenir que c'est lui qui les pille. Mais là n'est pas la question. Parfois, ça laisse perplexe qu'un grand pays comme le nôtre, que nous puissions pleurnicher parce que c'est le Rwanda qui nous attaque. Aujourd'hui, c'est prouvé que les Rwandais nous attaquent. Qu'est-ce qui nous manque pour déclarer, par exemple, la guerre contre le Rwanda ou attaquer aussi le Rwanda? Monsieur Kaninda, vous savez, cette façon, cette perception des choses, moi, je suis exténué oui. d'entendre les Congolais dire que nous pleurnichons. Nous ne pleurnichons pas. Nous ne pleurnichons pas. Nous faisons voir à la face du monde leur hypocrisie et leur complicité contre la RDC. Vous comprenez? C'est ça. Mais en dénonçant cette hypocrisie de la communauté internationale, le chef de l'État hier l'a dit, que le monde est témoin de l'inaction de l'Union européenne, de cette communauté internationale et de l'Union africaine. On est abandonné à notre triste sort, alors que les Nations Unies ont été mises en place pour éviter que les pays ne se rentrent pas dedans, pour éviter que les pays ne se battent pas. C'est pour ça qu'il y a cette charte des Nations Unies, je crois le chapitre 7, qui parle du droit international, qu'un pays, un pays souverain ne peut pas envahir un autre. Mais aujourd'hui, ce droit international est violé volontairement, intentionnellement par le Rwanda. Et les pays dits de grande démocratie, ceux qui ont mis en place ces Nations Unies, restent observatrices. Ils observent, ils regardent. Messieurs le journaliste, oui. Il faut... Moi, je ne veux pas faire la querelle des responsabilités, oui. Mais il faut quand même se rappeler qu'après le départ de Mobutu, ce pays, son armée a été désintégrée. On avait dézingué l'armée congolaise. Justement. Ça, il faut le dire aux Congolais. Nous en subissons l'armée congolaise jusqu'à ce jour, parce que pour former une grande armée, une forte armée, ça, on ne le fait pas en 2-3 ans ou en 6 mois. C'est un processus qui prend des années pour former un bon commando, ainsi de suite. Mais écoutez, en 6 ans, le travail qui est fait aujourd'hui, il faut le féliciter. Ah bon? Il faut le féliciter. Quel travail? Mais le travail qui est fait aujourd'hui, la RDC est parmi les 10 premières puissances militaires africaines. Nous sommes à la 8e place. Oui. Nous nous sommes battus avec le président de la République par cette diplomatie, les restrictions d'achat d'armes, ou si vous voulez, la mesure de notification a été levée. Oui. Ça, ce sont les efforts diplomatiques déployés par le président de la République. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous procurer des armes dont nous avons besoin pour nous monter en puissance. Et cela est fait. Il y a la loi de programmation pour le secteur de défense. Et notre armée aujourd'hui bénéficie de près d'1 milliard de dollars comme budget. Mais c'est très bien, mais pourquoi on ne déclare pas la guerre contre le Rwanda? Comment voulez-vous que le chef de l'État... vous savez, votre perception de choses, ça n'est pas celle du chef de l'État. Le chef de l'État a la carte de l'armée en tant que commandant suprême. Oui. Il a la carte de la stratégie devant lui et les mots qu'il emploie, les mots qu'il utilise conviennent à la stratégie mise en place. Mais quand il dit que nous avons mis en place une riposte vigoureuse pour contrer les terroristes du M23 et leurs parrains, ça n'est pas une déclaration de guerre. Non, mais bien sûr que oui. Mais attendez, nous avons mis une déclaration de guerre. Nous avons mis en place. Différent. Mouzé l'a fait ici. Nous avons mis en place
une riposte vigoureuse. Chers messieurs, je vais le dire en lingala. Oui, allez-y. Celui qui dit Nazoya kuna ko beta yo. Et l'autre qui dit Nazoya kuna teo kana solo anzoto. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Ouais, mais d'accord. Mais cet ils disent la même chose. Cet exemple-là, les chefs de l'État disent nous mettons en place des mécanismes pour riposter. Non, il dit une riposte vigoureuse. Pas pour attaquer, riposter. Mais la riposte, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous avez toujours fait. Non, cher Didier, le chef de l'État a parlé. Ça n'est pas à lui seul. Oui. Cette guerre, on ne l'a fait pas qu'à Tshisekedi. On l'a fait à la RDC. Bien entendu, c'est lui le commandant suprême, c'est lui le chef de l'État, c'est lui qui est visé en premier. C'est pour ça que j'avais dit dans un autre média, oui. J'avais dit au chef de l'État, mais j'ose espérer que le président Kagame, le cynique, le sadique Kagame... Oh, sadique. Oui, bien sûr, c'est un sadique. Et cynique. Et cynique. J'avais dit, pourquoi... Je crois, au regard de la doctrine militaire de M. Kagame, au regard de son passé, au regard de ce qu'il a fait avec le président Abiyarimana, il y a des rapports qui disent qu'il serait à la base du bombardement de l'avion qui transportait le président Abiyarimana et celui du Burundi. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un monsieur comme celui-ci hésiterait un seul instant d'éliminer le président Tshisekedi? Il n'hésiterait pas. Voilà. S'il en a l'occasion, il va le faire. Il va le faire. C'est comme ça que je dis, moi, oui. Président Tshisekedi, si lui, il pourrait imaginer un tel scénario, pourquoi est-ce que notre président n'imaginerait pas, lui également, un tel scénario? Parce que... Donc, vous êtes en train de dire que Tshisekedi puisse... développer les stratégies pour éliminer Paul Kagame. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? J'assume ce que je dis. Pourquoi est-ce que lui ne le ferait pas? Parce que ce que M. Kagame fait depuis 30 ans, sur lui, dans son âme, il y a des millions d'âmes congolaises fauchées à cause de sa barbarie. Oui. Est-ce que vous pensez que s'il en avait l'occasion, il ne le ferait pas contre notre président? Il le ferait. Mais justement, je ne réponds pas, mais je vous relance juste. On a l'impression que le chef de l'État est beaucoup plus doux, beaucoup plus pasteur, beaucoup plus tendre par rapport aux agresseurs. Il a dit ici qu'à la moindre escarmouche, je vais attaquer les Rwandais à partir des Goma. Nous avions aimé, mais c'est quoi la suite? Mais la suite, elle est là. Vous avez écouté son discours d'hier. Mais attends. Avant de déclarer la guerre, oui. Il y a une stratégie. Il faut le retournement de la carte. Hein? Ça, c'est dans la stratégie. Le retournement de la carte, ça veut dire, je me mets de votre côté. Je me mets là où vous êtes. Si je fais telle chose ou telle autre, comment est-ce que lui réagirait? Vous comprenez? Oui. Kagame a eu le temps de construire une armée. Kagame bénéficie de l'appui des grandes puissances. Quand on vous dit qu'il a les missiles sol-air sur le territoire congolais, Kagame vit de l'appui budgétaire. Okay? C'est un pays pauvre. Vous comprenez? Oui. C'est un pays pauvre. C'est un pays qui vit de subsides de pays étrangers. Son budget est à 40% apporté par les budgets extérieurs. Okay. D'accord? Il n'a pas les moyens de se procurer les matériels militaires qu'il a. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gouvernements étrangers, des intérêts étrangers qui renforcent son armée. Il a eu le temps de se construire. Pendant que nous, ici, on a eu des brassages, des mixages, oui. Okay? Oui. Des stratégies qui ont été minutieusement planifiées pour affaiblir la RDC. Et c'est comme ça que je dis le régime passé de M. Kabila est pour beaucoup dans l'affaiblissement de notre système de défense. Oui. Et donc, Tshisekedi est arrivé à trouver une armée affaiblie. Et aujourd'hui, il s'est battu, l'armée est arrivée là où il est arrivé. J'ai suivi un jour le général Ekenge dire qu'on avait arrêté de former des commandos, oui. Des parachutistes. On n'avait plus l'élite militaire, comment on les appelle, les forces spéciales. Oui, oui. On n'en avait plus depuis 30 ans dans ce pays. Depuis 30 ans, on n'en avait plus. On en avait plus. Il n'y avait pas de recrutement. On recrutait des militaires, mais oui, pour autre chose. Mais l'élite militaire, il n'y en avait plus.
les forces spéciales, on n'en avait plus. Les paracommandos, on n'en avait plus. C'est le général Ekenge qui a dit ça, ça ne sort pas d'Henri Mutombo. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que... Donc on avait une armée amorphe. Bon, on avait une armée. Oui. On ne va pas, parce que depuis des années, cette même armée infiltrée, les patriotes ont fait du boulot jusqu'à ce qu'un autre patriote arrive à la tête de la République pour pouvoir les accompagner et donner la force qu'il faut à notre armée. Donc, je dis ici, je ne fais pas la guerre de la querelle de responsabilité, mais il faut reconnaître la responsabilité de ceux qui ont dirigé le pays avant l'accession de Tshisekedi au pouvoir, et ils sont à la base de tous les apocalypses qui nous arrivent. Il faut les pointer du doigt. Très bien, mais puisque vous en parlez, quelqu'un a dit qu'on n'avait même pas d'armée. Quelqu'un a dit plus que ça, que c'était les Rwandais qui dirigeait les pays avant Félix Antoine Tshisekedi. Mais bon, ça c'est ce quelqu'un que vous avez reçu, il a certainement des arguments à avancer, mais moi je dis ce que moi j'ai comme information, et ce que je viens de dire ici, je ne suis pas le seul à l'avoir entendu ou à l'avoir appris, les Congolais l'ont appris, parce que celui qui a tenu ce propos, c'est un général d'armée. C'est lui qui a dit cela, je le cite, c'est le général Ekenge, qui félicitait la bravoure et la clairvoyance et aussi le leadership éclairé du chef de l'État, qui a mis les moyens de telle enseigne que notre armée puisse avoir sa place dans les concerts militaires africains. Dans le concert militaire africain, avoir sa place dans le concert militaire de la sous-région. Et il se bat, il y a la loi de programmation, je le dis, il y a l'école militaire chez nous aujourd'hui, il y a la formation des commandos, de la force spéciale. Donc il faut en faire davantage. C'est pour cette raison que dans son discours... Très bien, mais face à cette situation, c'est vrai que la diplomatie va à son rythme, c'est vrai qu'il y a aussi l'hypocrisie de la communauté internationale, mais est-ce qu'il faudrait favoriser les dialogues finalement? C'est dire, écoutez, nous allons dialoguer pour asseoir les armes. Bon, écoutez, moi je ne peux pas aller à l'encontre de la position ferme du chef de l'État. Mais vous êtes scientifique? Je suis scientifique, effectivement. On réfléchit à haute voix ici. Bon, d'accord. Voulez-vous que le gouvernement congolais se mette autour d'une même table avec ceux qui tuent et pillent? Donc, on voudrait dire que vous aussi, vous qui avez vu cet exemple, prochainement, quand vous aurez besoin de participer à la gestion de la chose publique, allez prendre les armes. Parce que quand vous aurez tué 300 personnes, 1500, 10 000 personnes, on vous écoutera et vous viendrez vous asseoir autour d'une même table avec le gouvernement pour partager le pouvoir pour que vous soyez entendus. Non. La position ferme du président de la République doit être respectée, accompagnée et relayée. Il a raison de refuser de se mettre autour d'une même table avec ceux qui tuent, pillent, violent et détruisent le tissu économique et désintègre notre pays. Si aujourd'hui nous avons ce deuil dans notre âme, si aujourd'hui nous avons ces pleurs dans notre âme, c'est parce qu'il y a certains fils de la RDC qui ont accepté d'être des pantins, notamment les Corneille Nangaa, les Willy Ngoma et autres, qui ont accepté d'être des pantins du Rwanda pour pouvoir désintégrer, désinguer la République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, de Tshisekedi, et Étienne et de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, il faut une cohésion nationale. Je vais finir. Interne. Je vais finir pour dire il n'y a aucunement besoin de s'asseoir autour d'une même table avec les insurgés, avec les terroristes. Parce que ceux qui nous demandent, de nous mettre autour d'une même table avec le M23 n'acceptent pas que Israël se mette autour d'une même table avec les terroristes, avec Hamas. Lui, Kagame, ne s'est jamais mis autour d'une même table avec les FDLR pour pouvoir arrêter cette guerre fratricide. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la RDC se mette autour d'une même table avec ceux qui tuent et pillent? Est-ce que les terroristes du Bataclan ont été reçus par François Hollande à l'époque ou Macron aujourd'hui pour discuter avec ces derniers entre un dialogue entre les terroristes qui ont endeuillé la France en 2011, en 2015 avec un chef d'État? Pourquoi est-ce qu'on voudrait humilier notre chef de l'État pour que son gouvernement se mette autour d'une même table avec les terroristes? Nous devons
avoir une victoire des braves. Notre armée, j'ai salué ce que nous avions toujours demandé au chef de l'État, la réduction de train de vie des institutions, et que les moyens soient donnés à notre armée pour que les soldats qui sont au front puissent avoir les moyens de leur défi, et que les matériels sophistiqués, la nouvelle technologie soient mis à la disposition de notre armée pour gagner cette guerre. Très bien. De sorte que la RDC soit à jamais respectée, pour que plus jamais quelqu'un d'autre dans l'avenir puisse avoir l'idée de venir attaquer la RDC. Très bien. Nous arrivons presque à la fin de l'émission, malheureusement. Une émission riche en pensées. Mais je vais vous poser des questions avant de vous donner la parole. La première question, pensez-vous, comme les autres, qu'il est temps que les politiques puissent s'unir, que nous voyons l'opposition, la majorité et même le chef, autour du chef de l'État pour essayer de lutter ensemble? Première question. Deuxième question, vous avez parlé de l'armée, la diplomatie, mais il y a aussi la communication, surtout au moment de guerre. La communication est très importante. Vous êtes spécialiste en communication, je sais pourquoi je vous pose cette question. Quelle est la communication ou comment doit-on orienter la communication en ce moment-ci? Quelle est notre responsabilité, nous qui détenons le téléphone, professionnels des médias, politiques et tout acteur politique? D'abord, vous ne devez pas, parmi vous, je vois qu'il y a des journalistes qui font preuve d'un patriotisme. Donc ça dit qu'ils ne sont pas patriotes, parce qu'ils relaient sans vergogne les informations de l'ennemi. Alors qu'en temps de difficulté, dans une famille, on ne peut pas parler de prouesse du camp adverse. Mais malheureusement, je vois certains journalistes le faire. Donc nous devons être de patriotes pour ne parler que de la RDC et donc c'est-à-dire effaroucher le camp de l'adversaire. Très bien. Ça, c'est de 1. La cohésion nationale, il faut que ça soit dans l'âme. Ça n'est pas quelque chose, on peut décréter la cohésion nationale, mais elle ne se décrète pas. C'est un état d'esprit. Vous comprenez? J'ai donné l'exemple de Chiang Kai-shek. Mao Tse-tung n'avait pas fait appel à lui. Il était allé voir Mao Tse-tung. Les acteurs politiques, les acteurs majeurs politiques de notre pays peuvent aller au chevet du chef de l'État. Ils n'ont pas besoin d'attendre une invitation. Nous avons vu. Pardon, Fayoulou doit aller chez les chefs. Peut aller. Je ne pense pas que s'il arrive à la porte de l'OUA, on refusera de lui laisser, de lui accorder l'accès de voir le chef de l'État. Non, pas du tout. Et voilà, il va arriver où il peut parler, comme j'ai vu, il a parlé dernièrement, sans forcément. Parce que là, en ce moment, j'ai dit, je répète encore, on a beaucoup d'apocalypse au-devant de nous, et le Congo est au bord du précipice. Ce qui doit être fait maintenant, c'est éviter la querelle des responsabilités. Nous devons être imbus de la RDC. Il y a toujours des responsables. Oui, il y a des responsables. Mais maintenant, en ce moment-ci, il faut éviter les querelles de responsabilité. Il faut agir dans le sens où la patrie doit être sauvée. Vous comprenez? Parce que la guerre qu'on nous fait, c'est une guerre pour la conquête des territoires. Vous avez vu le fils de Museveni dire, remettant en cause les frontières héritées de la colonisation, pour dire que c'était des frontières coupées par les Blancs. Il a dit ça. Et sachant aussi que les frontières, ce sont les hommes qui les fabriquent. Justement. Les frontières, ce sont les hommes qui les fabriquent. Ce n'est pas la nature qui fabrique les frontières. Donc, ces gens, ils veulent refabriquer des frontières nous séparant du Rwanda, de la RDC, de l'Ouganda et tous ces pays qui nous agressent. Donc, nous devons tenir compte de cela. Nous lever et nous battre. Comme l'a dit le chef de l'État, on ne va pas se laisser humilier, on ne va pas se laisser écraser. Et ceux qui ont la responsabilité de la jeunesse. Moi, je suis en train de chercher le ministre, je ne sais pas si c'est un ministre ou une ministre de la jeunesse. C'est une ministre, elle s'appelle Noëlla, qui est absente. Voilà. Donc, en ce moment-ci, le ministre de la jeunesse devait
mobiliser, galvaniser toutes les énergies jeunes de cette nation, parce que le Congo est constitué à plus de 65% par la jeunesse. Donc, il fallait que le stade de Martyrs soit plein en ce moment. Il fallait aller au Bandundu qui est à côté, il fallait aller au Kassai, il fallait aller un peu partout, mobiliser la jeunesse de notre pays. Nous avons vu la jeunesse s'élever d'elle-même, voilà, de manière vraiment spontanée. Alors, vous savez, quand il y a une rébellion, elle ne peut prospérer que si elle a l'appui populaire. Justement. Quand elle n'a pas d'appui populaire, elle ne progresse pas. Elle ne progressera pas. Et nous avons aujourd'hui cette chance. Et je voudrais préciser que Goma est pris partiellement. Ça, il faut le dire. Parce que j'entends les gens dire Goma est tombé et tout ça. Non. Dans cette communication que vous faites allusion, il faut que les Congolais sachent que Goma est tombé partiellement. Elle n'est pas totalement entre les mains des terroristes du M23. Il y a une partie, petite soit-elle, la ville de Goma, peut-être. Petite soit-elle, une partie de la ville de Goma qui est sous le contrôle des loyalistes, sous le contrôle de l'armée congolaise. Et je rends des hommages vraiment très prononcés à notre armée. Je dis gloire au FARDC, gloire aux soldats de la République qui se battent au front pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Très bien. Vous avez parlé d'un point important. Nous allons nous séparer par là. Vous ne connaissez même pas les ministres de la jeunesse. Non, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Vous venez de m'apprendre. C'est une femme, elle s'appelle Noéla Ayenagato. Qui est généralement absente dans de telles questions. Est-ce qu'il faut penser, au-delà du train de vie dont le président en a parlé, à aussi un remaniement un peu plus rapide, mettre des commandos pour essayer de résoudre des questions? Donc, oui, bien sûr. Est-ce qu'il faut changer de tête? Le président de la République avait parlé du remaniement au début de l'année. Je crois que c'est cette situation a dû retarder cela. Moi, je crois que le chef de l'État ou ceux qui dirigent le pays, même les services nous connaissent, il faut faire appel aux gens. Moi, je parle toutes les 4 langues nationales. Par exemple, vous savez, non? Par exemple, moi je connais Henri Mutombo. C'est pourquoi, pendant ce moment, nous devons inviter des gens qui savent quoi communiquer. Voilà. Donc, il faut des gens qui peuvent parler directement à leurs semblables. En Chiluba, dis-moi quoi, Mbilebana Beto, Kasaini, Jukaikulu, Ditongeri, Ndietutetu. Toi, Chiluba, donc, Mugesonga, Bampangi, na Munyoso, na Bandundu, Botelama, Bonyoso, donc Boyantika, Telama, Sambu, Boalia, Yabeto. Bana Nyonso ya Congo, Telema. Au Mboka, na biso, de Rotika, Ngote. Voilà. Si ote, Batoto yote ya Congo, Tushima, Mebote, Inchi, Iko, Yetu. Voilà. Congo et très bien. Donc, parler aux Congolais, parler aux âmes de la République, où qu'elles se trouvent, de telle sorte que les gens se lèvent et se mobilisent pour leur nation. Et je voudrais placer un mot. Justement, on va chuter par là. Oui, ceux qui sont avec le chef de l'État, ceux qui bénéficient des moyens de l'État, le présidium de l'Union sacrée. On ne les voit pas, ça intrigue ce silence. Le cabinet du chef de l'État. Ça fait poser de questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est de mèche? Je me pose la question. Est-ce qu'on est de mèche? Point d'interrogation. Donc, il faut que les gens se lèvent, il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent. Le président de la République a parlé, il faut que ce qu'il a dit soit relayé par le président Kamere, par le président Bahati, le président Bemba le fait, merci à lui. Le secrétaire général de l'UDPS, le président Samalou Kondé, voilà. Il faut qu'il relaie le message du chef de l'État parce que nous sommes dans un moment, dans une période très critique à la croisée de chemin où on risque gros pour notre pays. Très bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. Il faut que les gens s'élèvent maintenant, journalistes, politiques, surtout vous les politiques. Vous bénéficiez beaucoup des avantages de l'État. Vous avez tous les avantages possibles. Il faudrait qu'on se lève. Nous ne pouvons pas accepter, après 24 heures, que les chefs de l'État aient parlé, mais vous restez taiseux. C'est pas normal. Ces pays-ci nous appartiennent et nous avons la fibre patriotique qui parfois nous demande de parler avec émotion comme ça, bien que nous ne pouvons pas les faire vu que nous devons rester professionnels. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.